Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah, bismillah. Alors, aujourd'hui, on va entamer une nouvelle série après avoir pu achever l'analyse de notre ouvrage. Le premier ouvrage de cette série, c'est l'ouvrage sur les politiques d'Aristote. On va essayer d'entamer cette nouvelle série avec pour objectif d'avoir une perspective historique, c'est-à-dire d'analyser l'apparition de la pensée philosophique au fur et à mesure des penseurs. Donc, cette perspective chronologique va nous accompagner au fur et à mesure des discussions. Bien sûr, comme d'habitude, c'est une série qui est ouverte, c'est-à-dire il ne faut pas hésiter à poser les questions, à apporter les remarques, critiquer. Hein. C'est le but un petit peu de ce genre de discussion. Et on va entamer aujourd'hui le concept de la philosophie. Donc, comme on disait tout à l'heure, philosophie vient de l'amour de la sagesse, philosophos, philo pour amour et sophos pour la sagesse. Et donc, en fait, de nombreux historiens de la philosophie dataient la philosophie à partir de Socrate, c'est-à-dire on considérait que Socrate était une vraie rupture, c'est-à-dire qu'il a constitué vraiment un tournant dans la pensée de la philosophie. Et donc, vous verrez souvent des gens dire dans l'ère présocratique, on a eu tel ou tel penseur. En fait, j'ai essayé de collecter un certain nombre de penseurs par rapport à cette ère présocratique. On retrouve ce qui est marquant, c'est au 7e siècle, on avait la théogonie d'Hésiode qui essayait d'expliquer un petit peu l'ensemble des phénomènes, que ce soit les tremblements de terre, les orages, etc., par des explications relativement surnaturelles. Ensuite, toujours dans ce 7e siècle, on a le début de cette ère présocratique, notamment marqué par Thalès. Thalès est l'un des grands penseurs de l'ère présocratique. Il a entamé des voyages un petit peu autour de la Méditerranée, notamment en Égypte, où il a amassé un savoir considérable. Ce que ça prouve, cette anecdote nous montre en fait que en Égypte, dans la basse et dans la haute Égypte surtout, on a eu de la pensée philosophique, mais qui visiblement ne nous est pas parvenue. Vu que Thalès confirme avoir obtenu une masse considérable de savoir dans l'Égypte antique, ça montre qu'un certain nombre de choses de la pensée égyptienne ne nous sont pas parvenues, bien que très probablement on a des traces de la pensée philosophique égyptienne. En fait, Thalès était riche. Donc nous, on connaît le théorème de Thalès, hein, les 2 tiers, 1 tiers, les fameux 2 tiers, 1 tiers dans le triangle. Il était donc mathématicien et comme vous le savez, pour le cas de nombreux penseurs de l'époque, vu que le langage, la pensée, les connaissances étaient tellement limitées, on pouvait être un petit peu penseur universel, c'est-à-dire on pouvait être médecin, mathématicien, astronome, penseur, philosophe, etc., etc. Thalès était donc relativement riche, très riche en fait, et il avait eu une anecdote assez sympathique qu'on rapporte de lui, c'est qu'il a voulu montrer aux gens combien c'était facile de devenir riche en fait. Et dans l'une de ces anecdotes, pour montrer aux gens justement la facilité la facilité de devenir riche, il a tout simplement, il a remarqué que après la saison des pluies, les gens plantaient donc des oliviers. Avant la saison des pluies, les gens plantaient les oliviers notamment. Et quand les pluies étaient bonnes, eh bien, il y avait une bonne récolte. Il y avait une bonne récolte d'olives. Du coup, quand on avait une bonne récolte d'olives, on s'orientait vers les pressoirs. Et quand on s'orientait vers les pressoirs et qu'on avait un excès de demande de presse d'olives, eh bien, on avait une offre qui dépasse ou qui ne subvient pas suffisamment à la demande et donc les prix augmentaient. Donc, ce qu'il a fait, Thalès, c'est que quand il a observé une année donnée les pluies, il a remarqué que les pluies étaient très bonnes. Il a acheté toutes les presses de la ville. Et donc, une fois les presses de la ville à sa disposition, il n'a fait qu'attendre. Il a attendu, donc les récoltes étaient bonnes, comme d'habitude. Les olives étaient abondantes.
les gens ont commencé à demander les, les appareils pour presser les olives, les pressoirs. Et donc, il a amassé une petite fortune avec cette expérience. Comme on dit, ceux qui ont fait fortune dans la rue et vers l'or, c'était les vendeurs de pioches. Ce n'étaient pas les gens qui allaient chercher de l'or bien souvent. Ensuite, on a eu Anaximandre de Milèse, en fait, le grec aussi, qui a marqué cette époque. Il avait un certain nombre d'explications de l'humanité. Il disait que le premier homme se trouvait dans un gros poisson. On a eu également Héroclite. Héroclite, qui était un penseur qui avait un syndrome assez spécial, c'est qu'il était agoraphobe. L'agoraphobie, en fait, c'est quand quelqu'un, en général, vous allez retrouver ce trait de caractère chez les personnes plutôt introverties. C'est-à-dire qu'on préfère se sentir seul, rester seul, ne pas être exposé au groupe. Quand on est dans un groupe, on a beaucoup de tension parce que on se sent obligé d'analyser tout ce qui se dit, on se demande est-ce que la réaction sera la bonne, etc. etc. Donc l'agoraphobie, c'est quelque chose qu'on va retrouver surtout chez les personnes introverties. Et Héroclite était justement introverti. Il a eu une offre d'un roi perse pour venir à la cour perse, mais qu'il a refusé justement, entre autres, parmi les raisons qui ont fait qu'il a refusé, c'est cette agoraphobie. Pour Héroclite, tout est expliqué par le logos divin, c'est-à-dire la raison divine. Donc, il y a une raison derrière toute chose, et cette raison, on peut ou on ne peut pas l'atteindre, mais il y a une raison divine derrière toute chose. Il disait également que les choses sont en constant changement, c'est-à-dire s'il y a une chose qui est stable dans ce monde, c'est bien le changement.